Je rappeler que les répressions continuent jusqu'à maintenant. Monsieur Dohary, je viens vers vous, je vous pose justement la même question. Pourquoi est-ce que, à la lumière de ce que vient de nous dire, qui a apporté un regard géopolitique, qui a expliqué aussi le rôle qu'a joué dans cette répression du RIF, qu'a joué dans cette répression du RIF le colon français, l'empire colonial français, vous, à votre avis aujourd'hui, pourquoi est-ce que l'histoire de la République du RIF a été complètement occultée de l'histoire du Maroc et du Marzan? C'est tout à fait correct que la légitimité, on joue sur la Légitimité. légitimité. C'est ça. Le régime marocain n'a pas de légitimité sur le territoire. C'est grâce à les colonisateurs franco-espagnols qu'ils ont, avec elle, fait signer des accords top secrets jusqu'à notre jour. Jusqu'à nos jours, le premier accord, c'est de l'ex-Liban. Je ne crois pas qu'il contienne le RIF, mais on peut citer aussi l'ex-Liban, 1955. Mais le plus important accord qui a été pour l'intégration de territoires rifins dans le territoire marocain était le 7 avril 1956. Et cette année va-t-elle passer 70 ans, 70 ans. Donc, l'usage de force extrême pour répiler des manifestants très civiques, très civilisés aussi. Le Hirak de Rif de 2016 et 2017 était le grand exemple de la citoyenneté, de la de caractère civilisé des Rifins en protestant, en volant ses droits, mais la machine de brutalité Marzani, ils ont commis des assassinats aussi, des assassinats parce que ils ont commis des assassinats collectifs 1958-59. C'est pas l'intifada. Il y a ce qui dit qu'il a été une intifada, comme les Rifins seulement, ils voulaient ses droits, mais c'est faux. Parce que Mohamed Ben Abdelkrim El-Khattabi, en 1958, était encore en vie, vivant au Caire, était en permanent contact avec les leaders de cette rébellion. Le vrai nom, c'est la rébellion. C'est le rejet. C'est le rejet. Le rejet de l'imposition ou de l'intégration de RIF dans le territoire ou la monarchie ou le royaume, je ne sais pas moi, ou le sultanat de marocain. C'est ça la vérité. C'est pas une intifada dans un peuple parce que le RIF, il voulait son indépendance totale. C'est pas être intégré dans le Maroc. C'est pour cela, top secret avec sûrement parlant de la géopolitique avec les intérêts américains et britanniques, parce qu'on n'oublie pas la situation géostratégique de RIF. Le RIF, elle est Tanger, la ville de Tanger, c'est le territoire de RIF occupé, malgré à cette époque était le Tanger international, mais le Tanger, c'est dès l'ancienneté, c'est une partie indivisable du territoire rifin. Donc, Tanger, quelle est devant c'est devant le strait de Gibraltar, et on connaît aujourd'hui l'importance des straits comme le strait de Hormuz, le strait de Bab el-Mandeb et d'autres straits. Donc notre cause elle est comprise, nous sommes je dis nous sommes réalistes à la fois. Nous sommes réalistes parce que notre situation géostratégique, elle devient très compliquée pour que les Rifins
peuvent avoir son pouvoir ou son souveraineté sur son territoire parce qu'elle entre plusieurs enjeux géopolitiques sur notre cause. Mais nous sommes optimistes, on reste positif et Inch'Allah, ce qui est d'un peuple reviendra à un peuple. Aujourd'hui, merci. Très bien. Monsieur Dohri, je m'excuse de devoir vous couper. Malheureusement, très chers téléspectateurs, je vais devoir couper mon invité parce qu'on se retrouve dans un court instant. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le plateau de Cap sur l'Afrique. Comme vous le savez, donc ce soir, on se penche sur la question de la République du Rif, une expérience historique qui a longtemps été occultée non seulement par le régime du Makhzen, mais aussi par l'histoire avec un grand H. On le dit souvent dans ce plateau, quand il est question de l'Afrique, il est souvent question d'occulter l'histoire de l'Afrique parce que les puissances occidentales ont besoin de ça pour imposer leur domination sur l'Afrique et l'histoire de la République du Rif ne fait pas exception. Ce qui me ramène à vous, Monsieur Kamel Mensari. Je rappelle que Monsieur Kamel Mensari est journaliste et fin observateur des questions internationales. Et j'ai également le plaisir d'être accompagné ce soir de Mohamed Dohri, représentant du Parti national rifin, qui me rejoint depuis Barcelone en Espagne. Je viens vers vous, Kamel Mensari. Alors, Kamel Mensari, lors de cet excellent point historique que vous avez fait sur la République du Rif, on a cru comprendre finalement que cette expérience historique a été presque une expérience avant-gardiste. Est-ce que finalement c'est ce côté anti-impérialiste, ce côté justice sociale, ce côté égalitaire qui fait que cette république qui allait émaner dans un continent où il y avait la domination coloniale, où il y avait la domination impérialiste qui a finalement fait peur aux puissances occidentales et même à ce régime relais qui est le Makhzen aujourd'hui? Bien sûr, bon, il faut revenir à l'idée que le fait que déjà... Excusez-moi, parce que faut-il le signaler là encore, qu'Abdelkrim El-Khattabi avait mis en place des réseaux pour la libération finalement de l'Afrique. Il avait cette vision de la décolonisation de l'Afrique. Évidemment, voilà. C'était non seulement un panafricain, il était panarabiste aussi. D'ailleurs, quand il était emprisonné en exil en Réunion, il a été justement en contact avec des panarabistes qui ont pu justement le libérer et s'enfuir pour le Caire. Donc, il faut revenir à l'idée que toujours eu l'Occident, c'est que les pays qu'il a occupés, ce sont des pays et des populations arriérées et sauvages. Donc, forcément, ils sont incapables de se prendre en charge, il faut les civiliser. Cette postulat a été tout le temps véhiculé, que ce soit par les orientalistes ou par les militaires. On le voit et on le lit dans tout leur narratif jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, même si les pays africains sont libres, indépendants, on les déjà décrit comme des populations ou des États incapables de se prendre en charge sans l'aide occidentale. Et c'était justement cette idée-là qui prévalait à l'époque du colonialisme au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Donc nous sommes aujourd'hui en train de revivre cette posture à travers ce que fait d'abord les Occidentaux, mais en même temps le régime marocain. C'est lorsque le roi Hassan affuble ou décrit les populations du Rif comme des sauvages, ça c'est quelque chose qui est inné et fomenté et inculqué dans les esprits des Occidentaux et des colonialistes. Donc c'est un peu grave. Donc on voit à quel type de régime nous avons affaire. Donc il est similaire à celui d'un occupant occidental, c'est-à-dire qu'il soit français, belge ou espagnol, c'est de la même acabit, du même acabit. Donc nous sommes dans cette posture. Donc c'est pour cela qu'en face, il y a l'exemple, le fait que Khattabi crée une république, ça a été un danger, ça démolissait et ça remettait en cause, ça démystifiait tout le narratif occidental. Donc finalement, ils sont capables de se libérer, les pays colonisés, les peuples sont capables de se libérer et de se prendre en charge et de créer des républiques. Donc ça a été fait rapidement. C'est vrai qu'il fallait qu'il y ait une assise populaire
qui endosse le principe de libération, qui endosse la volonté de construire une république et d'être prêt à accepter de faire des concessions, notamment sur le plan idéologique, puisqu'à l'époque, c'est-à-dire l'islam qui était qui était dominant, l'islam sunnite qui était dominant dans la région du Rif, et qu'en même temps, la mentalité tribale se dissout pour le besoin et pour la volonté d'une république. Donc, non seulement il y a une indépendance qui n'a pas créé des inégalités sociales comme il est le cas au Maroc, parce que ça en a créé un royaume, un régime qui est au-dessus de tout le monde, géré par un commandeur des croyants, et ça fume du roi commandeur, et puis c'est un régime qui regarde son peuple comme des sujets, contrairement à Khattabi qui a démoli cette idée et cette image qui a existé au Maroc depuis les Almoravides. Donc vous vous rendez compte, donc nous sommes dans un exemple, dans l'illustration du fait que la région du Rif était moderne, était avant-gardiste, mais plus que ça, elle était capable de créer, de devenir un vis-à-vis avec la communauté internationale à l'époque. Donc voilà, non seulement le Maroc et le régime de l'époque, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, voient dans cette région une menace constante pour sa survie, il voit en elle une menace pour la libération, parce que quand on voit ce qui se produit au Rif, on le voit au Sahara occidental. Donc la mentalité qui véhicule, qui est imposée et qui domine au sein du régime marocain, c'est le colonialisme, c'est-à-dire soumettre les peuples par la force et surtout par la complicité externe. Lorsqu'il s'agissait du Rif, le palais royal de l'époque, du Fès, s'est appuyé sur les Français et les Espagnols. Et aujourd'hui, on le voit, pour le cas du Sahara occidental, il s'appuie sur Israël, sur la France, sur les États-Unis, sur un conglomérat de puissances qui ne reconnaissent même pas le droit au peuple à l'autodétermination. Encore, ils ne reconnaissent même pas le droit à la souveraineté des peuples et des nations. Donc nous sommes dans une configuration où aujourd'hui, on voit que le régime marocain reproduit, pour maintenir sa répression, son occupation du Rif, il doit s'appuyer sur les colonisateurs, et les colonisateurs qui le colonisent aussi d'une manière ou d'une autre, parce que accepter, faire des concessions pour occuper des territoires qui ne sont pas les siens, en s'appuyant sur des forces étrangères, il se soumet lui-même au diktat de ces pays qui aujourd'hui font du Maroc ce qu'ils veulent. Alors que le malheur des Rifins est aussi partagé par toutes les populations marocaines. On voit ce qui s'est passé à Al-Houz après le sinistre séisme qui a détruit jusqu'à aujourd'hui. Au lieu de construire des logements, le Maroc s'enorgueillait d'avoir une Coupe d'Afrique, d'avoir des infrastructures, alors que les véritables infrastructures sont absentes dans les régions enclavées, dans les régions isolées. Nous sommes dans une logique de fuite en avant. C'est-à-dire, c'est comme si quand on voit les commentaires sur les réseaux sociaux, ils disent il y a Morocco, il y a Maghreb. Morocco, c'est l'image qu'on envoie à l'Occident, et le Maghreb, c'est la réalité dans laquelle vit le peuple marocain, y compris celui du Rif. Quand on dit peuple du Rif, c'est parce qu'il existe ce peuple qui a eu son État, son territoire, ses richesses qui sont immenses, ces richesses. Il a des richesses touristiques, il y a l'agriculture, il y a énormément de potentiel dans cette région, sans parler du fait que c'est un grand territoire de plus de 34 000 kilomètres carrés, en plus avec une population énorme aussi, et surtout une diaspora qui est très active. Pratiquement 3 millions de Marocains, si ce n'est pas plus, on dit. Parce que qu'a fait le régime du Marzen? Il a encouragé l'immigration, la fuite de cette population pour justement pour la vider de sa population et faire en sorte à ce que cette région ne se rebelle plus. Voilà un petit peu, c'est une stratégie multiforme qui a été adoptée et qui est toujours adoptée par le Marzen. Laisser cette région sans éducation, laisser cette région pauvre, parce que là, après, il faut les laisser vivre avec peu, et pour ne pas, justement, parce que
l'objectif, il est militaire, il n'est pas humain, il n'est pas social, il n'est pas politique, il est militaire, c'est-à-dire l'occupation de cette Justement, région du Maroc. on va revenir